Bonjour Michel, merci d'avoir accepté cette nouvelle vidéo avec moi. Donc, je te remercie, je vais te laisser te présenter. Eh bien, bonjour Isabelle. Merci à nouveau de me donner la parole et l'opportunité de pouvoir échanger sur ce sujet qui est passionnant. Donc, je suis Michel Abitboul. Je suis à la fois conférencier, je fais du conseil, je fais de l'accompagnement, de la formation et j'accompagne surtout en fait des personnes jusqu'aux organisations, en passant par les équipes, les managers et tout ça, pour leurs évolutions, leur développement, leur croissance, leur transformation. Et aujourd'hui, on est effectivement, en pleine évolution et en pleine transformation, à la fois au niveau individuel, mais on va en parler, à la fois au niveau individuel et au niveau des organisations. C'est ça. Donc, du coup, je t'ai sollicité pour répondre à cette fameuse question, comment garder son équilibre dans ce monde en déséquilibre? Vaste Vaste sujet. question, une question extrêmement intéressante. J'ai réfléchi quand même avant de pouvoir répondre à cette question. J'ai réfléchi quelques instants. Comment garder son équilibre dans un monde en déséquilibre? Alors clairement, c'est un monde en déséquilibre. Alors on parle effectivement, tu sais, d'un monde VUCA, là, volatile, ambigu, incertain en anglais, volatile, ambigu, complexe et incertain. Et effectivement, dans ce monde qui est de plus en plus imprévisible, la question, c'est comment garder, inventer, trouver ou construire ses propres repères. Clairement, je pense qu'on a besoin de sécurité. Enfin, quand on regarde comment fonctionne le cerveau, le cerveau a besoin tout d'abord de sécurité. Et effectivement, il y a une peur enfin, en tout cas, il y a un besoin qui est légitime, qui est ce besoin d'avoir de la sécurité. Le coronavirus, c'est justement un élément qui vient perturber, entre autres, notre sécurité, notre intégrité physique. Et c'est pour ça que justement, on assiste à des comportements qui peuvent paraître très irrationnels par rapport à cette peur. On a besoin de sécurité et on a différents moyens de créer sa propre sécurité ou d'aller la chercher à l'extérieur. Mm. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est Rézère, le gars qui faisait des bandes dessinées, disait on vit une époque formidable. Donc il avait fait pas mal de bandes dessinées avec un peu d'ironie sur le sujet. On vit une époque formidable. Et la question, c'est est-ce qu'on vit une époque formidable ou pas? Là, on a l'impression que quand on est bombardé de news et qu'on regarde des chaînes d'infos en continu, on a l'impression qu'on vit des catastrophes. Et moi, je pense qu'on est en train de vivre une période de bascule. Et j'utilise ce mot justement à escient, c'est-à-dire à la fois une période de bascule au niveau individuel et au niveau des sociétés. Une période de bascule parce que justement, on en arrive à un point où on a une forme de prise de conscience, on est obligé de faire face à une forme de réalité. Et cette réalité, c'est vers où on va et qu'est-ce qu'on est en train de construire et comment on fonctionne, et comment on collabore, comment on coopère les uns avec les autres et comment on peut faire pour créer une société qui est à la fois plus harmonieuse, plus juste, plus équilibrée. Et est-ce qu'on va vers ça ou pas? Il y a des éléments qui nous montrent que non. Et en même temps, il y a des émergences, il y a une émergence de signes qui me rendent positive, qui me rendent optimiste pour voir que on commence à voir des signes positifs et des signes qui montrent que on a cette prise de conscience qui est nécessaire. Et cette prise de conscience, enfin moi je la vois de mon point de vue, donc moi j'interviens beaucoup à travers l'utilisation, l'application de sciences cognitives et comportementales. Euh, et on voit de plus en plus d'organisations, de personnes qui commencent à utiliser, en tout cas, ce type de discipline scientifique. J'insiste sur la notion de discipline scientifique. Et c'est ce qui permet justement petit à petit de mieux comprendre nos comportements. Nos comportements peuvent être perçus comme très irrationnels, c'est ce que je disais tout à l'heure. Très irrationnel parce que voilà, on n'avait absolument pas conscience notamment de la limite de nos ressources, par exemple. Et là, on commence à en être conscient. Alors, conscient, c'est une première étape. Convaincu, ça sera sûrement une deuxième étape. Mais en tout cas, on commence à se soucier de tout ça.
nos comportements peuvent paraître très irrationnels, mais en fait, ils répondent à des logiques. Et ces logiques, c'est des logiques qui sont construites, qui sont structurées dans notre cerveau. Et ces logiques, ce sont des raccourcis, justement, souvent des raccourcis de jugement qui nous amènent à prendre des décisions plutôt à court terme. C'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. Les biais cognitifs et les biais comportementaux, ce sont donc une altération de notre capacité à prendre des décisions sur le long terme. Et ces biais nous amènent à préférer l'immédiat versus et à préférer des choses qui nous concernent individuellement versus la prise en compte de l'ensemble de l'organisation, de l'ensemble du groupe, de l'ensemble de la communauté, et versus la prise en compte du long terme, c'est-à-dire la construction à plus long terme. Donc on a tendance souvent à aller manger des choses qui ne sont pas obligatoirement bonnes et saines pour nous, la fast-food, plutôt qu'aller manger healthy parce que en fait c'est quand même bien meilleur de manger gras et sucré versus de manger quelque chose qui a peut-être en tout cas un peu moins de saveur en apparence. Ce que je trouve formidable, c'est qu'on en arrive aujourd'hui, grâce à l'évolution de la science et l'évolution des recherches, on en arrive à une meilleure compréhension des comportements. Et tous les jours, on a, moi je fais beaucoup de veille là, sur les sujets, tous les jours on a de nouvelles découvertes scientifiques pour mieux comprendre nos comportements et pour mieux arriver à comprendre la partie qui est inconsciente dans nos comportements. Une grande partie, la majorité de notre comportement est inconscient au niveau individuel, ça on le sait. Et l'économie était basée sur ce qu'on appelle le modèle de l'homo economicus, c'est-à-dire une personne extrêmement rationnelle. Et on sait très bien que quand on considère l'homme de façon très rationnelle, en fait, il manque un bout dans l'équation et on n'arrive pas à comprendre son comportement. On n'arrive pas à comprendre ce qui fait que on va choisir plutôt le plaisir à court terme que la construction à plus long terme, par exemple. Et justement, à travers les sciences cognitives et comportementales, et notamment l'apport des neurosciences là, depuis une trentaine d'années, on arrive à beaucoup mieux comprendre les comportements et à rajouter les ingrédients qui manquaient pour compléter cette équation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on arrive à anticiper, on arrive à prévoir, on arrive à mieux imaginer les comportements, à la fois individuels et collectifs. Et ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est qu'on a aussi une meilleure compréhension, par exemple, des motivations. On avait fait, toi et moi, justement, une vidéo sur les motivations. Et avoir une meilleure compréhension de ces motivations profondes, qui sont un ingrédient qui est souvent inconscient, parce que les motivations profondes, c'est des motivations qui se structurent dans les 3 premiers mois de la vie, qui sont enracinées très profondément dans le tempérament, en fait, pas dans le caractère, mais dans le tempérament de chacun. Et c'est notre nature profonde. Et souvent, cette nature profonde, c'est quelque chose qui nous donne de l'énergie, de la ressource, de l'envie, et qui correspond à un canal d'énergie qui est extrêmement durable. Cette nature profonde, ça nous donne un vrai sens pour traverser justement ce monde avec beaucoup d'imprévus, avec de plus en plus d'incertitudes, avec de plus en plus de complexité. Et quand j'aide notamment les organisations, aujourd'hui, une grande question dans les organisations, c'est finalement quel est le sens de tout ça? C'est-à-dire à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on fait? Tout ce qu'on est en train de construire n'a plus aucun sens parce que tout devient imprévisible, et c'est justement la question. Et souvent, en fait, pendant quelques années, là, j'avais du mal à trouver, à essayer de donner un sens, en tout cas accompagner les organisations, les entreprises à trouver du sens. Et finalement, on se rend compte que le sens, on ne le trouve pas à l'extérieur, mais le sens, on le trouve au fond de soi souvent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est en allant chercher du côté de ses motivations primaires et du côté de qu'est-ce qui fait sens pour moi, pas quel sens a la chose que je suis en train de faire. Ou quel sens l'entreprise donne à mon travail, mais plutôt quel sens moi je donne à cette mission, à ce projet, à cette organisation, quel sens moi j'y donne. Et ce sens, on le trouve à travers les motivations primaires, les motivations profondes qu'on a. Et quelquefois, le sens, c'est-à-dire le plaisir qu'on peut avoir à faire la chose, ou en tout cas la direction à laquelle, quand on parle de sens, on parle des deux, hein, c'est-à-dire les deux notions, les deux dans la sémantique, là, il y a à la fois dans quelle direction je vais,
avec ce projet, par exemple, mais il y a aussi finalement quelle signification à ce projet. Et en fait, ces deux terminologies du mot sens, on les trouve notamment en soi à travers cette notion de motivation primaire. Parce que pour certains, le sens, je vais le trouver parce que en menant ce projet, je vais pouvoir exprimer ma créativité, je vais pouvoir exprimer ma capacité d'innovation, ou je vais pouvoir faire des liens entre les choses, je vais pouvoir structurer le projet, je vais pouvoir fédérer des gens, je vais pouvoir accompagner des gens dans leur développement, je vais pouvoir avoir une action généreuse vis-à-vis d'autres personnes. Donc, je vais pouvoir exprimer les différentes, les différentes fibres de mes motivations. Et donc, je vais y trouver du sens. Donc, finalement, dans ce monde qui est de plus en plus complexe, qui est de plus en plus ambigu, qui est de plus en plus incertain, le sens, on va rarement le trouver. Enfin, en tout cas, c'est une piste, c'est une théorie, hein, c'est une hypothèse. Le sens, il me semble qu'on arrive à le trouver en repartant de soi et en repartant de comment je vais trouver ou comment je vais donner du sens à ce projet, à cette mission. Et ça, c'est très, comment dire, à la fois c'est très subjectif, c'est très individuel, et en même temps c'est très sécurisant, c'est-à-dire que chacun va pouvoir y trouver son sens. Et la sécurité, dont on parlait tout au début de cette discussion, la sécurité, rarement on va la trouver à l'extérieur, mais on va plutôt la trouver, au fond de soi. Donc ça demande, oui, ça demande un peu d'introspection. Ça demande, alors à la fois ça demande, c'est ça que je trouve particulièrement intéressant, c'est-à-dire que à la fois ça demande de l'introspection, donc d'aller mieux se connaître, d'aller comprendre finalement qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me ressource, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me donne envie d'y aller tous les matins. C'est une première réponse à cette question. Et puis la deuxième partie de la réponse, et c'est là où c'est la magie du truc, c'est que en fait, la réponse, on l'a à travers les autres, la relation qu'on a avec les autres. J'avais une réunion hier avec un groupe de travail là, avec lequel j'ai travaillé, un groupe sur lequel je suis intervenu là, pour une animation. Il y avait 80 personnes là. Et le feedback que j'ai eu des gens qui animaient le groupe avec lequel j'ai travaillé, c'était la façon dont j'étais engagé, impliqué à leur côté. Et en fait, si moi j'avais dû parler de ce que j'avais pu apporter à cette mission, je n'aurais jamais évoqué l'engagement ou l'implication que je y ai mise. Parce que pour moi, c'est quelque chose de très naturel. Et c'est naturel parce que ça fait partie de mes motivations profondes. Et donc, nos motivations profondes sont notre normalité et notre nature. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est en relief chez nous, de notre point de vue. Mais donc, on ne peut identifier souvent nos motivations profondes et primaires qu'à travers le feedback que nous font les gens qui sont à l'extérieur et avec lesquels on collabore. Et c'est pour ça qu'on a besoin des autres, parce que les autres vont nous renvoyer, tu as une capacité ou un talent ou une force, une valeur ajoutée à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'on a besoin des autres. Et on a tous, moi je parlais de cet exemple qui n'est qu'anecdotique, mais on a tous notre force, nos talents, sûrement ta capacité à faire ce type de vidéo, ou ton envie de faire cette vidéo, ta capacité d'inventer ce type de vidéo, ça fait sûrement partie de tes forces. Et c'est ça que je trouve particulièrement intéressant. Donc ça veut dire que à la fois on a besoin de faire un travail d'introspection pour aller chercher ce qui nous fait vibrer, ce qui nous anime, ce qui nous donne envie de nous lever tous les matins. Et en même temps, on a besoin des autres parce que ce sont les autres qui vont être le miroir de ce qu'on est. Et on va être le miroir des autres en leur donnant un feedback avec bienveillance et un feedback appréciatif sur ce qui fait leur force et leur talent dont ils sont rarement conscients. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est un message il y a une piste. Il y a une piste pour être optimiste et pour avoir des repères, pour avoir de la sécurité. Et cette piste, elle est vraisemblablement, à travers une meilleure connaissance de nos comportements, et on y arrive grâce à la science, et deux, à travers une meilleure connaissance de soi, et puis aussi une meilleure compréhension de comment on collabore avec les autres et comment on peut s'additionner pour faire de belles choses. Et je vois beaucoup de projets qui émergent actuellement parce que je pense qu'on est dans cette phase de bascule, de projets qui émergent et qui révèlent de beaux talents, qui révèlent des initiatives qu'on n'aurait jamais faites il y a 5 ans,
où on va chercher des choses, où on va oser, on va chercher des choses innovantes. Et la façon dont moi j'accompagnais les équipes de façon peut-être un peu formelle au début, là, il y a quelques années, et la façon dont je vais les accompagner aujourd'hui, je vais y mettre de la poésie, je vais y mettre on va rajouter de la musique, on va rajouter de l'art, on va rajouter, on va aller chercher profondément des choses et on va donner la possibilité aux gens d'oser des trucs pour aller voilà, faire sortir d'un moule ou d'un carcan dans lequel on pouvait avoir été coincé avec des modèles qui sont issus d'une ère industrielle. Donc, il y a une forme de libération de, de notre capacité à inventer, à innover. À créer, ouais. Et du coup, il y a une question que j'ai à te poser parce qu'au départ, tu as dit que ces motivations profondes, enfin notre nature profonde, elle prend place les 3 premiers mois de notre vie. Oui, 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 tout à fait. Donc Alors, là, je m'appuie sur les travaux. Oui, pardon, vas-y, vas-y, vas-y. Et du coup, comment se reconnecter à ça? Alors là, je m'appuie sur les travaux de Jacques Fradin, là, donc Ouais. médecin comportementaliste, là, qui a fait tout un travail avec une équipe de chercheurs, là, notamment des chercheurs financés par des fonds européens. Donc c'est des recherches très, très sérieuses où on comprend que, en fait, ce qui est extraordinaire, et Olivier Houdet en parlait encore, enfin, j'ai écouté une vidéo là, il y a 2-3 jours là, sur le sujet. Quand le bébé arrive, en fait, c'est comme si le bébé recrée toute l'histoire de l'humanité lui-même en quelques mois. Et en fait, quand on voit comment le cerveau du bébé se construit, il y a différentes structures dans le cerveau. Et la partie la plus archaïque, la partie la plus primaire du cerveau, c'est une partie qui est basée sur enfin, ce qu'on appelle, pour faire simple, la zone communément appelée la zone reptilienne. Et dans cette zone, notamment l'amygdale, on a différentes parties qui se restructurent. Cette zone est liée à la préservation, à l'instinct de survie. Donc c'est une zone qui est comment dire, très sensible sur tout ce qui est lié au stress, tout ce qui est lié à l'instinct de survie. Et dans cette zone va se structurer, puisque le bébé démarre sa vie, le bébé a des besoins qui sont fondamentaux, des besoins physiologiques, c'est le bas de la pyramide de Maslow, hein, si tu veux. Ouais. Donc, et le bébé va structurer un certain nombre de comportements, il va idéaliser un certain nombre de comportements pour satisfaire ses besoins de survie. Quand il satisfait ses besoins de survie à travers le fait que il va avoir faim, il va avoir envie de dormir, il va être fatigué, il va avoir soif, donc il va réagir pour pouvoir satisfaire ses besoins. Et ce qu'on voit, c'est que la façon dont il va réagir et la façon dont l'environnement va venir répondre à ses besoins pour satisfaire ses besoins, donc lui donner à manger, le changer, le mettre dans son lit pour qu'il puisse dormir, la façon dont son environnement va répondre à ses besoins, ça va lui permettre, ça va l'amener à idéaliser un certain nombre de comportements. Par exemple, quand je bouge, la réponse, on vient s'occuper de moi, ou quand je rigole, on vient s'occuper de moi, ou quand je crie, on vient s'occuper de moi. Et ça va l'amener à idéaliser un certain nombre de comportements, et ça va l'amener à structurer un certain nombre de motivations. Ce sont des motivations qui sont très profondes. Bon, après, il y a toute une comment dire, une explication de la façon dont se structure cette réponse à ses besoins. Et ça va l'amener à structurer ces motivations qu'on appelle des motivations profondes et primaires. Donc, il y a une explication aujourd'hui à travers les neurosciences de ce que sont ces motivations profondes et primaires. Et donc, ça va nous amener. Donc, c'est extrêmement intéressant parce que ça veut dire que, premièrement, bien entendu, la réponse de l'environnement au bébé, elle est complètement aléatoire. Et ce serait, une hypothèse, hein, ce serait finalement une disposition naturelle à pouvoir avoir un éventail de toutes les motivations possibles pour que l'espèce humaine puisse finalement survivre. Parce que si l'espèce humaine ne s'était focalisée que sur un type de motivation, ça aurait pu amener, la théorie de Fradin, ça aurait pu amener une extinction de l'espèce si ce type de motivation n'était plus adapté à l'environnement.
Or, là, l'environnement va répondre aux besoins de l'enfant de façon très aléatoire, c'est-à-dire que les parents vont être là, vont pas être là, vont amener le biberon de suite, au bout de 5 minutes, au bout de 10 minutes, vont laisser pleurer l'enfant. Donc, il y a tout un tas de réponses qui sont possibles. Ce qui fait que les enfants vont développer de façon très aléatoire des réponses et vont idéaliser des comportements, ce qui fait qu'ils vont développer de façon très darwinienne des réponses. Et donc, on a un éventail de toutes les motivations possibles et une combinaison de toutes ces motivations possibles. Ce qui permet, bien entendu, une survie de l'espèce, puisqu'il y a une répartition très aléatoire de toutes ces motivations. Et pour répondre à ta question, excuse-moi, je suis un peu long, hein, mais pour répondre à ta question, comment on fait pour aller chercher ces motivations? Donc finalement, ce qui va nous donner des repères et donner du sens à ce monde imprévu. Comment on fait pour aller chercher ça? Mais en fait, c'est très simple. En fait, il suffit de regarder dans sa journée ce qui nous fait vibrer, ce qui nous ressource, ce qui nous donne de l'envie. Et souvent, en fait, on a une vision très intellectuelle de ça. Donc, on va se dire, bah, tiens, c'est un grand projet qui me fait vibrer. Mais en fait, non, non, ce qu'on recherche, ce n'est pas les grands projets. Ce qu'on recherche, c'est dans une journée. Enfin, il faut démarrer par rechercher dans sa journée qu'est-ce qui me touche, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui est ma vraie nature. Si j'étais toute seule, si j'étais tout seul dans ma journée et que je voulais me faire plaisir, par quoi j'aurais démarré? Est-ce que j'aurais démarré par lire une enquête, une étude scientifique sur tel sujet? Est-ce que j'aurais démarré par ranger mon armoire? Est-ce que j'aurais démarré par aller m'occuper de mes enfants et leur préparer, je ne sais pas quoi, un bon repas? Et en fait, qu'est-ce qui est dans ma vraie nature? Qu'est-ce qui est dans ma nature? Pas quelles sont les injonctions et à quoi je vais répondre, mais qu'est-ce que je vais faire spontanément et qui me fait du bien? Mais souvent, on est coupé de ça parce qu'on ne se pose pas la question, on est pris dans la routine, etc. Et souvent, c'est très dur et j'ai souvent des questions comme ça en me disant, mais moi, je ne sais pas ce qui me fait vibrer, je ne sais pas ce qui me ferait plaisir. Et quelquefois, c'est aussi de se reconnecter au corps, comment on ressent que là, on est bien ou qu'on n'est pas bien. Et c'est le corps aussi qui indique ce qui fait vibrer. Exactement. Et j'aime beaucoup ce que tu dis parce que oui, on est coupé. Le plus souvent, on est coupé enfin, dans des coachings là, même de dirigeants, c'est-à-dire des gens qui ont des responsabilités, qui prennent des décisions, qui ont des impacts sur des groupes. Je vois souvent qu'on se construit, mais ça, il n'y a pas de jugement par rapport à ça, parce qu'on se construit à travers nos motivations secondaires. C'est-à-dire nos motivations secondaires sont plutôt des stratégies qui sont acquises, qui sont plutôt de l'ordre du cognitif, du mental. C'est-à-dire qu'en étant enfant plus tard, petit à petit, on va identifier que quand je fais ça, j'ai plutôt un résultat positif et agréable. Et quand je fais ça, j'ai plutôt un résultat négatif et désagréable. Donc, on va construire petit à petit, à travers les événements de la vie, notre enfance, on va structurer des stratégies comportementales, mais qui sont plutôt de l'ordre cognitif, c'est-à-dire des stratégies où je me dis, tu vois, quand je fais ça, j'obtiens ce résultat. Quand je fais ça, j'obtiens ce résultat qui n'est pas bon pour moi. Et donc, on va construire des stratégies comportementales qui sont plutôt des motivations secondaires. C'est-à-dire, je vais faire ça pour obtenir tel résultat. D'accord? Et là, on est dans l'ordre du comportemental. Et effectivement, dans notre vie de tous les jours, on est beaucoup construit sur des stratégies comportementales qui sont plutôt de l'ordre cognitif. Et donc, tout le travail que tu dois faire vraisemblablement et qu'on fait en coaching, c'est aller commencer par identifier ces stratégies comportementales qui donnent du plaisir, mais qui ne donnent pas des repères et de la sécurité profonde. Et on va plutôt aller chercher en dessous de ça des choses qui sont plutôt de notre nature. Je parlais tout à l'heure de tempérament. Fradin parle de justement quand on voit ce qu'est le caractère, il y a différentes échelles. Mais le tempérament, c'est vraiment quelque chose de très profond, c'est ses motivations primaires. Et quand on veut aller chercher le tempérament, on est obligé d'abord d'évacuer toutes ces motivations secondaires, qui sont de l'ordre du plaisir, pour aller chercher quelque chose de bien plus profond et qui est lié à notre vraie nature. Et là, petit à petit, alors ça demande quelquefois, il y a des gens qui le touchent spontanément, c'est quand on parle de flow, là, la grâce, en fait, c'est qu'on va chercher dans ces motivations primaires. Et quelquefois, ça demande un peu d'introspection qui peut être accompagnée par des gens comme toi. Et petit à petit, on se rend compte dans sa journée que tiens, j'ai bien aimé ce moment parce que j'avais le soleil sur ma joue là, et c'était trop bon et c'était fugace, c'était 30 secondes, mais ça veut dire que moi, je suis sensible à ce moment, à l'appréciation, à de l'observation, ou au contraire, j'ai bien aimé parce que j'ai rangé mon bureau et là, je me sens bien et j'ai envie de bosser maintenant dans de meilleures conditions. Et ça, c'est pas juste parce que dans ma nature, j'aime structurer, ranger, j'aime avoir les choses claires dans ma tête. Et en fait, c'est ça, c'est arriver à identifier donc tu parlais d'émotions,
ça passe vraiment par le corps. Souvent, les motivations profondes ne s'expliquent pas. Oui. On ne l'explique pas parce que c'est notre nature, c'est qui nous sommes. Donc, en fait, ce n'est pas, cognitif, c'est comportemental. Donc, c'est quelque chose que… Et souvent, quand on fait des accompagnements avec des gens pour leur demander, pour aller chercher les motivations profondes, on les touche. Quand à un moment, bim, tu vois les yeux qui s'éclairent de la personne, ça brille. Et le gars te dit, je sais pas, j'ai fait ça parce que, je sais pas, j'aime, quoi. Parce que c'est comme ça, quoi. Et il ne sait pas l'expliquer. Il ne sait pas l'expliquer parce que c'est pas cognitif, c'est comportemental. Ça vient de quelque chose qui est structuré très profondément dans le cerveau. Et le cerveau, la conscience n'a pas accès à ce truc-là. Et ça ne passe que par le comportement. Quand je fais la chose, ça me fait vibrer. Je ne sais pas l'expliquer, mais c'est comme ça. C'est qui je suis. C'est ça. Et Et voilà. c'est beau à voir chez l'autre aussi, justement. Ben oui, c'est magnifique. Quand tu es coach et que tu accompagnes quelqu'un et que tu vois qu'à un moment, bim, tu touches à ça, c'est clair. Tu le vois, dans le comportement, la personne prend une dimension différente. Et là, tu sais que tu as touché à ça. C'est clair. Mais écoute, c'est hyper intéressant pour en discuter des heures et des heures. Merci beaucoup. C'est toujours Merci à toi. très bien expliqué, donc merci beaucoup. OK. Et à bientôt. OK, merci Isabelle, à bientôt. Au revoir.